Tshisekedi est élu nouveau président de la République démocratique du Congo. Il sera donc le successeur du président actuel, Joseph Kabila, mais ses résultats, à peine sortis, sont déjà remis en question. Ils sont contestés notamment par la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui supervise le vote, et aussi par la France, par Paris, qui a contesté ces résultats ou Blaise Ndala, qui est juriste et écrivain franco-ontarien d'origine congolaise. Monsieur Ndala, bonjour. Bonjour. Votre réaction d'abord, parce que ce n'est pas le nom de Félix Tshisekedi qui circulait comme gagnant dans les dernières semaines. L'élection a eu lieu le 31 décembre. On attendait toujours des résultats. Le dévoilement des résultats a été repoussé. Ça a été annoncé finalement en plein milieu de la nuit dernière, ce qui a laissé croire à une manipulation du vote. C'est ce que certains disent. Vous croyez-vous aux résultats de ce scrutin qu'on nous annonce ce matin? Je n'y crois tout simplement pas, pour la simple et bonne raison, comme vous l'avez mentionné, que le processus, après avoir été émaillé de beaucoup d'irrégularités, a été couronné par une grande opacité au moment du dépouillement. Alors qu'aujourd'hui, hier dans la nuit ou très tôt ce matin, la CENI annonce le résultat que nous connaissons, pour moi, ça ne valait pas grand-chose, et pour beaucoup d'observateurs impartiaux pareillement, et que la CENCO, après, nous apprenne ce matin que les chiffres qui sont les leurs sont en contradiction avec ce qui avait été annoncé, oui, conforte à l'idée qu'effectivement il y a eu tripatouillage et que dans les derniers jours qui ont précédé cette annonce, l'UDPS, le parti de Tshisekedi qui vient d'être annoncé comme gagnant, s'est engagé sur un certain nombre de points que le temps nous dira de quoi il s'agit exactement, mais en tout cas s'est engagé avec le camp du pouvoir sortant à se partager le pouvoir et ainsi à sanctionner en quelque sorte les deux opposants qui soutenaient Fayoulou, qui, semble-t-il, aurait été le réel gagnant. Oui, ben c'est ce que, comme vous le disiez, là, c'est ce que la Conférence épiscopale nationale du Congo dit, que c'est Martin Fayoulou qui aurait gagné, mais la Commission électorale nationale indépendante déclare Tshisekedi vainqueur de cette élection présidentielle. Bon, qu'est-ce qui va se passer selon vous dans les prochains jours, dans les prochaines heures au Congo? Ce n'est pas une situation souhaitable, évidemment, lorsque des résultats sortent, lorsqu'ils sont contestés, lorsque les gens croient qu'il y a eu manipulation. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait se passer dans les prochains jours? Est-ce qu'on pourrait avoir des violences au Congo à cause de ces résultats? J'espère que non. On a déjà versé beaucoup de sang dans ces pays autour de cette question électorale et sur d'autres questions de gouvernance bien avant. Mais sur la manipulation, je voudrais juste revenir sur un petit détail, peut-être que les analystes d'ici ou les observateurs d'ici n'ont pas. Ce que derrière la victoire de Tshisekedi, il y a quelque chose que les gens pourraient ne pas voir. C'est que au départ, ce qui se joue là, c'est en fait un match à trois. C'est Kabila qui, en quelque sorte, punit les deux leaders dont je parlais tantôt. D'une part, Jean-Pierre Bemba, dont les troupes ont affronté l'armée congolaise, les gens des Kabila, à Kinshasa en mars 2006, à l'issue d'une élection qui avait déjà été contestée, et Kabila qui a gardé une dent vis-à-vis de Bemba, qui revient de la Cour pénale internationale. Et il y a un autre match vis-à-vis de Katumbi, un autre soutien des Fayoulou, qui a été jusqu'à 2016 un proche de Kabila, un gouverneur du Katanga très très proche du cercle du pouvoir, qui lui aussi a quitté les navires kabiliens pour l'opposition. Donc pour eux, il n'était pas question pour le camp Kabila que Fayoulou, parrainé par Katumbi et Bemba, deux ennemis jurés en quelque sorte. Kabila utilise l'expression Judas en parlant des Katumbi. Ah oui. Donc il n'était pas question que Fayoulou puisse gagner, quoi qu'il en soit, et quoi qu'en dise la CENCO aujourd'hui. Donc si on perd cela de vue, on peut se dire voilà une élection qui s'est faite, puis voilà, on a un gagnant. Non, on n'est pas là. On est dans un règlement de compte dans le temps des anciens kabilistes et de ceux qui ont géré le pays avec lui, parmi lesquels Bemba. Et à côté, donc, on a Tshisekedi qui se montre de deux opposants le plus conciliant, en tout cas, oui, celui qui donne les gages à Kabila. Il a dit pourquoi on ne le récompenserait pas en le nommant ambassadeur extraordinaire. C'est quand même. Oui, et il a dit même, et je le cite, je rends hommage au président Kabila. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Donc ça alimente les rumeurs comme quoi il y aurait eu des négociations secrètes entre le gouvernement. Il n'y a pas que de rumeurs, madame. Les proches de Tshisekedi, notamment un des secrétaires généraux de l'UDPS, M. Kabound, l'a dit ouvertement il y a une semaine à peu près, qu'ils étaient en négociation sur la proclamation de résultats.
On a inventé donc au Congo cette notion de négociation de la proclamation de résultats. Donc ils ne se sont pas cachés, ils étaient en négociation avec les camps Kabila. Ça, ils ne s'en cachent pas. Qu'ont-ils négocié, qu'ont-ils obtenu en retour pour que ces chiffres qui est présenté, ou en tout cas cette présomption de victoire de Fayulu qui nous est présenté par la SENCO et sans doute par le reste de la société civile, soient mis de côté? À quoi se sont-ils engagés? Que lui ont-ils promis? Ça, nous ne le savons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ces tractations ont eu lieu et elles ont donné lieu justement à ces résultats qui, selon l'Église catholique et sans doute selon d'autres organisations qui se prononceront, ne correspondent aucunement à la réalité des gens ni à l'engouement qu'on a vu autour du candidat Fayulu pendant la campagne. Et après, ce qui va se passer très probablement, c'est qu'il y aura des contestations au niveau de la Cour constitutionnelle, une Cour constitutionnelle qui est constituée par des juges nommés par Kabila, qui sont sous sa botte. Il y en avait 3 qui étaient plus ou moins velléitaires. Il y avait comment dirais-je, le professeur Sambo, Baniakou et Vungawi qui ont tous quitté parce que justement ils ne supportaient pas cette tutelle-là. Ceux qui sont restés sont des faire-valoir. Donc eux vont entériner, j'imagine, ces résultats. Et après, il restera au fils Tshisekedi de nous démontrer qu'il est capable de s'affranchir de cette tutelle, de cette union contre nature qu'il vient de nouer avec ceux que hier encore il qualifiait de tous les noms. En tout cas, il accusait de tout le mot à la source du drame congolais. Il lui appartiendra de démontrer qu'il est un vrai leader et qu'il peut s'émanciper et travailler pour l'intérêt des Congolais. Blaise Ndala, dites-moi, vous avez sûrement encore de la famille sur place avec qui vous êtes en contact dans ce contexte-là? J'ai toute la famille. Avant votre coup de fil. Il y a ma petite sœur qui m'a appelé justement pour me rassurer. Toute la famille est là. Je suis pratiquement... il y a une partie de la famille qui est en France, mais je suis le seul ici au Canada. Donc oui, toute la famille, mes parents, mes sœurs, mon frère sont tous là-bas. Et que vous raconte-t-il? Quelle est l'ambiance sur place? L'ambiance est relativement calme. C'est que Kabila a réussi d'extraordinaire. Et là, je salue le génie quand même du fin politicien qu'il a sous ses airs assez réservés et taiseux. C'est Kabila, en jouant la carte Tshisekedi, qui a une assise réelle à Kinshasa, il ne faut pas le nier, savait qu'il divisait le peuple, il divisait les Kinois, les habitants de Kinshasa qui sont souvent le fer de lance de cette opposition. Donc, une fois que Tshisekedi a été annoncé comme vainqueur, Kinshasa est assez divisé parce qu'il a quand même ses militants qui, eux, se réjouissent tout naturellement de voir leur leader arriver au sacre. Et il y a une partie qui n'est pas du tout dans ce schéma-là, mais qui se réserve. Est-ce que cela va changer maintenant que la SENCO a annoncé qu'elle ne partageait pas ces résultats-là? Est-ce qu'une fois que les mouvements citoyens comme Loucha, Filimbi, qui ont dit qu'ils n'acceptaient pas non plus cette mascarade, puisqu'ils la considèrent comme telle, est-ce qu'il y aura de révolte à Kinshasa? On en a parlé déjà à Kikwit, ma soeur m'en parlait, il y a eu des morts dans la ville de Kikwit dans le sud-ouest, il y a eu quelques morts également dans l'ouest. Ça reste heureusement pour l'instant assez disons, il y a mort d'homme, c'est assez grave, mais c'est pas encore un phénomène, que des petits phénomènes dans certains coins. Oui. On va attendre, c'est peut-être tôt de savoir ce qui va se passer, mais nous espérons malgré tout que la paix règne et que l'on puisse poursuivre, comment dirais-je, la contestation par des voies pacifiques, sinon en tout cas des voies autres que celles qui ont fait couler du sang, comme je l'ai dit tantôt. Oui, dans le passé, effectivement. Disons que les passations de pouvoir ont rarement été pacifiques, disons, en République démocratique du Congo, malheureusement. Il n'y en a pas eu, de pacifiques jusqu'à là, malheureusement. Blaise Ndala, merci beaucoup pour cette entrevue. On va suivre ça dans les prochains jours, bien sûr. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, M. Ndala. Je vous le rappelle, est juriste et écrivain franco-ontarien d'origine congolaise. Il est 8h28. Bon, voilà, chers amis, je voulais que vous suiviez cette section d'antenne en direct. Ça, c'est la Radio-Canada, ici à Toronto, qui venait de vous parler. Vous avez tous entendu, hein, ça, on a parlé en français. Rapidement, on va essayer de voir si on va vous faire jouer avant que nous ne quittions ici. Une section rapide, comme ça, vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler. On va simplement vous faire jouer la réaction. La SENCO, ce conseil épiscopal, nie les résultats, n'est-ce pas? Bon, la SENCO a nié les résultats. Vous avez aussi vu tout de suite, déjà à l'annonce de Kabila, plutôt de Félix Tshisekedi, les médias ont relayé. Mais quels sont ces médias? CNN,
qui sont des grands médias. Hein. Vous avez BBC à relayer, RFI à relayer. Donc, une façon déjà que l'information tourne vite hein, auprès de la communauté internationale hein, et simplement auprès des citoyens du monde entier pour que l'information soit ancrée dans la tête pour accepter Félix Tshisekedi comme le gagnant de l'élection présidentielle. Vous voyez, on vous a toujours dit, les médias jouent un rôle capital pour affecter la psychologie des gens. Mais il y a une nation, on vous avait dit qu'à la demande de la France, hein, la France avait demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité à cause de son droit de veto qu'il détient. Éventuellement, la France avait son candidat. Le candidat de la France, c'était Fayoulou. Mais comme on le sait, Yves Le Drian vient de le confirmer ce matin. Bon, on va essayer de voir si on est capable de jouer ça. Et puis que la clarté soit faite sur ces résultats. Bon, on va essayer de voir, voilà, on va essayer, voilà. Semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats. Bon, voilà. Ça, c'est Le Drian que vous avez entendu. Mais d'abord, je vais dire à Le Drian qu'il aille au diable, Le Drian. Qu'il commence d'abord par chercher simplement à pousser d'abord les cheveux sur sa tête, sur sa calvitie. C'est ça la réalité. Parce que si vous voyez que l'homme perd les cheveux dans la tête, c'est par rapport au sang des Africains qui sont en train de détruire. C'est ça la réalité. La France qui se lève pour contester les résultats en République démocratique du Congo. Bon, ça c'est une autre partie. Hein. Moi, je vais me tourner d'abord du côté de la France. Au Cameroun, il y a eu des élections que Paul Biya a changé les résultats. Quelle était la réaction de la France? Rien du tout. La France s'est simplement tournée du côté de Paul Biya. Est-ce qu'on avait vu la déclaration de Le Drian? Non, il ne l'a pas fait. Au Congo-Brazzaville, il y a eu mort d'homme, un homme qui a changé les résultats. Le Drian est allé même à Oyo pour aller rendre visite à ce type, à Sassou, le génocidaire Sassou, avec des milliers de morts, changement de constitution, un pays en banqueroute, parce que Le Drian était un ami de Sassou, la France était un ami de Sassou. La France avait fait une déclaration, non, Hollande avait permis à Sassou de changer la constitution sous le sang des Congolais. Donc que la France aille au diable. La France est en train de perdre l'Afrique, on l'avait déjà averti, la France perdait l'Afrique. L'exemple de la République centrafricaine arrive, et là, la France perd le soutien en République démocratique du Congo. La France perdra le Congo et le Gabon. C'est ça la réalité, chers amis. Nous nous dirigeons vers là. La France va perdre le Congo, perdra le Gabon, perdra la Guinée, perdra le Cameroun. C'est ça la réalité. Et donc, à Yves Le Drian, c'est une honte hein, pour la France, hein, parce que tu vas déjà aller mettre ton nez là où tu ne maîtrises pas. C'est la réalité. Il conteste le résultat par rapport à quoi? La France va faire quoi? Par rapport à son petit droit de veto aux Nations Unies? Non. Mais vous voyez, chers amis. Donc, on ne peut pas parler de d'un poids, deux mesures, là. D'un poids, deux mesures. C'est ça la réalité. Parce que si vous voulez condamner les résultats en République démocratique du Congo, il fallait que la France condamne au Cameroun, il fallait que la France condamne au Congo-Brazzaville. Mais ils n'ont pas fait, Le Drian. Donc, vous voyez que la France demeure une pourriture pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. C'est ça la réalité. Donc nous-mêmes, Africains, il faut que nous soyons des responsables, des hommes dignes, capables de pouvoir ouvrir les yeux et comprendre le jeu de la France. La France va toujours armer un clan pour piller nos richesses et nos matières premières. Et ça, c'est des choses que nous, il faut que les gens africains, que vous puissiez vous élever à l'étape de l'esprit pour comprendre ça. Commençons à nous unir, à nous rassembler pour nous protéger contre la mafia et la magouille à haut niveau hein, que la France est en train de faire en Afrique. C'est ça la réalité. Voilà, donc ça c'était le camp de la France avec cette affaire de la RDC. Et chers amis, nous voulons ici simplement, hier on a fait un direct, hein, on vous a dit qu'il y avait des tractations, hein, des accords derrière les murs. Hein, vous voyez, vous vous souvenez, hein, on vous a dit, et nous avons parlé du scénario de présenter Tshisekedi comme le gagnant, parce que Kabila n'avait pas de choix. Avec un génocidaire comme Kabila, avec plus de 20 millions de morts à l'Est, le pillage et la mort des Congolais, des viols, ainsi de suite. Mais l'homme, il avait deux choix.
où il va tirer la ficelle de son côté, il va permettre que l'alternance se fasse, comme le veut la communauté internationale, comme le veut les populations de la République démocratique du Congo, ou encore il va créer le chaos, il va mettre son dauphin, entre guillemets, parce que le véritable dauphin c'était en fait Félix Tshisekedi. Ouais, chers amis. Et il a choisi ça. Et ça lui permet quoi? Ça lui permet de rester sur le territoire congolais. Il va rester là sur le territoire congolais de la RDC. Il ne peut plus aller en exil là. Il ne pourra plus aller. Il va demeurer là. Il va conserver tous ses privilèges, tous ses intérêts, parce qu'il a signé un accord. Vous vous souvenez, hein, chers amis, hein, de l'accord UPADES, Parti Congolais du Travail, lors de l'élection présidentielle de 1992. Hein. Vous vous souvenez de ça, hein? Cet accord qui s'est fait au deuxième tour, qui a permis à Sassou de signer un accord avec Pascal Lissouba en imposant un certain nombre de ministères à Lissouba. Et après, cet accord a été défait. Nous sommes arrivés au gouvernement Bongo Noira, nous sommes arrivés à plusieurs alliances. Et aujourd'hui, la finalité de ces alliances-là, c'est quoi? Ça nous a mené le coup d'État de Sassou de 1997. Vous vous souvenez de ces accords politiques-là? Mais c'est la même chose que Kabila a signé, hein? Parce qu'il n'y avait pas de raison que Kabila va échanger les résultats, mettre ça à Tshisekedi, puisque la Senko l'a dit. C'est pas moi qui le dis là. Allez-y à RFI.fr, vous allez voir que la Senko conteste les résultats. Les groupes des associations civiles contestent les résultats. C'est pas pour rien que Kabila a joué ce jeu-là. Vous voyez, donc Kabila a voulu tirer la ficelle de son côté. Il va demeurer là, il va profiter des alliances, il a signé les alliances, il va occuper un certain nombre de fonctions. Par exemple, la Banque centrale peut revenir à Kabila, la Défense peut revenir à Kabila, les finances peuvent revenir à Kabila, le Sénat peut revenir à Kabila, la justice peut revenir à Kabila, parce que ça sont des ministères stratégiques, hein, pour gouverner la République démocratique du Congo. Si Kabila a ça, il a le contrôle total du pouvoir. Vous voyez? Mais si vous essayez de regarder les élections, Félix Tshisekedi a eu combien selon la proclamation? Il a eu un pourcentage, hein, 38,57%. 38,57%. Et l'autre, Fayoulou, qui conteste les résultats aussi, parce que nous avons suivi sa déclaration, il a eu 34,87%. 87%. Oui, 34,81%. 34,80%. Donc vous voyez que, chers amis, l'écart n'est pas grand là, entre 7 millions et 6 millions et quelques là. Donc il y a une division du vote, division de l'électorat. Mais comme il y a contestation, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est le jeu que Kabila a réussi de jouer avec le Tutsi Power qui a infiltré la République démocratique du Congo pour le contrôle, le pillage de minerais. C'est une division complète. On veut amener ce pays-là à se briser au tribalisme, au régionalisme. C'est ça la réalité, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mais qui est derrière cette machine? Mais bien sûr, le multinational qui sont derrière ça. Ceux-là qui protègent Kabila, ceux-là qui supportent Kabila. Vous voyez que, donc vous voyez que, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes face à une situation compliquée. Comme vous avez suivi sur la Radio-Canada, oui, la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle est gouvernée par qui? Est nommée par qui? Mais par Kabila. Bien sûr qu'ils vont appuyer. Donc vous voyez que toutes les réclamations que le camp de Lamouka, donc Fayoulou qui est supporté par Katumbi et Mbemba qui déjà ne s'entend pas avec Félix Tshisekedi, vous voyez que c'est un véritable problème là que nous sommes en train de voir. Donc nous sommes en train d'envisager deux choses. C'est-à-dire que Kabila a réussi de jouer son coup, de diviser, de fractionner la République démocratique du Congo en plusieurs morceaux. Et nous pourrions arriver à des formations, des fractions des rebelles, des rébellions dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Et Kabila va continuer à régner en gourou, en maître, en roi de la République démocratique du Congo. Parce que c'est eux qui vont encore se mettre à alimenter ces groupes de rébellions-là. Et continuer à contrôler les minerais de ce pays. C'est comme ça, hein, chers amis. C'est ça la réalité. Hein. Maintenant, il faut que les leaders politiques de la République démocratique du Congo ne se lancent pas dans le jeu des leaders politiques du Congo-Brazzaville, ceux-là qui ont joué ces jeux-là. Nous connaissons la situation, hein. Division du Congo, l'ethnisation du Congo, le tribalisme, le régionalisme, un clan qui gère le pays avec quelques ramifications dans les autres parties du pays qui ont des miettes. Donc comme l'ethnie Mboshi au sommet de la pyramide, et le reste vous avez quelques ethnies là qu'on a ramené un peu, on a racolé, qui sont là, qui continuent à bouffer et qui pillent l'économie du pays. Aujourd'hui le Congo est en banqueroute.
le pays, vous ne pouvez pas faire les affaires au Congo-Brazzaville. C'est ce que nous sommes en train de regarder qui va arriver en République démocratique du Congo si les leaders de ce pays ne sont pas intelligents. Bon, maintenant, puisque les accords, ça se confirme, hein, vous avez entendu comme la Radio-Canada l'a dit, hein, ça se confirme les accords que nous avons annoncés. Nous, on attendait la preuve, mais la preuve est là. Nous avons aussi la documentation écrite, mais ça, nous allons le présenter le dimanche, quand nous allons faire notre direct. Donc, vous voyez que l'alliance que nous avons vue de l'UPADES et le Parti Congolais du Travail, nous le voyons là, avec Félix Tshisekedi. Donc, il faut que les leaders soient vigilants pour éviter qu'il y ait des affrontements au sein de ce peuple, parce que c'est les affrontements, Tatabo, Moko et Kolobo Moko, la devise que Mobutu a laissée, ça va fractionner la République démocratique du Congo. Ils auront reçu leur coup. Kabila va continuer à se frotter les mains. Tous ces morts, les viols des enfants, les viols de femmes, il va se frotter les mains. Les Ramazani, les mains de tous ces criminels qui sont là, ils vont se frotter les mains. Ils auront le passeport pour voyager partout, tranquillement dans la liberté. Parce qu'ils auront le contrôle de la justice, donc ils ne pourront pas être suivis. Ils auront l'immunité diplomatique, hein, que les gens toujours bondissent toujours, hein, quand il s'agit des poursuites judiciaires. Il dit que mais nous avons l'immunité diplomatique, on ne peut pas nous poursuivre. Alors, chers amis, il faut que les leaders de la République démocratique du Congo soient sérieux. La deuxième chose que la Kabylie, hein, moi je perds la Kabylie, le clan de Kabila avec le Tutsi Power peut faire, c'est de fourmenter un coup d'État. Donc ils peuvent arriver même à assassiner Félix Tshisekedi et ils vont accuser qui? Le camp qui a contesté. Et donc ça sera encore une façon pour eux de revenir au pouvoir et continuer, si vous voulez, à traquer Mbemba, continuer à traquer Fayulu, continuer à traquer Katumbi, ainsi de suite, parce qu'on va les accuser de pouvoir assassiner le président élu. Oui, ça sont des hypothèses qui sont possibles, hein. Et ils vont continuer à diviser la République démocratique du Congo. Les ethnies vont se former derrière leurs leaders, ils vont continuer à se battre et ils vont continuer à régner en gourou. Donc il faut que les leaders politiques de la République démocratique du Congo soient plus intelligents que ça. À 38,57 et 34,81 ou 87%, vous voyez que vous avez là un vote qui est divisé. Donc il va falloir que ces leaders-là s'entendent. S'ils veulent en réalité l'unité de la République démocratique du Congo, ces deux leaders-là peuvent s'entendre et puis bloquer tout le pouvoir de Tutsi Power qui ont infiltré le pillage de la République démocratique du Congo. Et en ce moment-là, ils auront déjoué le coup de Tutsi Power qui continue à prendre ce pays en otage. Donc, on leur appelle simplement à voir la grande carte qui n'est pas qui a gagné, qui a gagné, mais ils peuvent contrôler le pays tous les deux, ils peuvent diriger le pays tous les deux, rassembler tous ces groupes. Katumbi c'est un leader, Mbemba c'est un leader, Fayulu c'est un leader, avec 34,81%, on ne va pas nous dire que ce sont des votes à négliger. Deuxièmement, on veut vouloir vous montrer un aspect des présidents qu'on élit avec moins de 50% de la popularité. Mais c'est un véritable danger. Voilà, c'est là où on se dit que la démocratie a véritablement un problème. L'élection à un seul tour, vous avez un leader qui est élu à 38% des voix. Mais donc, un seul homme aura le pouvoir suprême, hein, de diriger le pays. Un seul homme va se mettre à prendre les décisions les plus cruciales et même à piétiner le plus bas peuple. Donc vous voyez que le citoyen en ce moment-là est écarté. Alors là, le citoyen n'a plus la souveraineté. C'est un problème parce que quand vous avez 38%, on peut dire 40%, le citoyen n'est plus là à l'intérieur. C'est un homme qui a tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut ramener le citoyen au centre des commandes, au centre de la souveraineté. C'est-à-dire le référendum révocatoire qui nous permet de chasser un président qui détourne les fonds et ramener les citoyens au centre des décisions. Que Dieu nous garde, on se revoit le dimanche, chers amis. Je dois partir. Merci, au revoir.